Je sais bien que la politique, c'est le spectacle des trahisons, des reniements, des changements de maillot. Mais alors là... Alors ça, je suis pas d'accord là-dessus. En tout cas, moi, c'est pas ce que je défends. Je crois que les gens, ils veulent de la clarté en politique. Et pour ma part, j'estime aujourd'hui représenter une nouvelle génération de politiques qui a envie de faire les choses autrement. Oui, mais est-ce que vous tiendrez, malgré les critiques, malgré les pressions, est-ce que vous avez les épaules, si je peux me permettre, pour résister ? Écoutez, vous avez raison de me poser la question. C'est la preuve, effectivement, qu'on ne se connaît pas, puisque je suis quelqu'un de déterminé. Moi, je me suis toujours battue pour mes valeurs, contre les injustices, pour mes idées. Et c'est ce que je vais faire dans le cadre de cette élection. Vous l'aurez compris, Lamia El Harraj est une femme bien déterminée à aller jusqu'au bout de ses convictions. Candidate PS dans la 15e circonscription, elle a accordé une interview à Mandarin TV afin d'expliquer les enjeux des législatives 2022 pour les Français, mais aussi pour les électeurs d'origine asiatique. Objectif, les convaincre d'aller voter pour son programme dans une semaine. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, Mandarin TV, c'est une chaîne de télévision franco-asiatique. Elle est très suivie notamment par la communauté chinoise en France. Que représente pour vous cette communauté ? Écoutez, moi, j'ai la chance d'être élue dans un arrondissement, le 20e arrondissement de Paris, qui comporte entre autres le quartier de Belleville. Le quartier de Belleville a cette particularité d'être à cheval entre le 19e, le 20e, le 11e et le 10e arrondissement, et qui comporte énormément de commerçants asiatiques avec beaucoup de Français d'origine asiatique, beaucoup d'étrangers d'origine asiatique et qui vivent avec nous dans une parfaite harmonie au sein de notre communauté commune qui est celle de la République. Donc moi, je suis très attachée à se vivre ensemble. Je suis très attachée à ce que tout le monde se sente bien dans ce très beau pays qu'est la France et je suis particulièrement ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors, quels sont selon vous les enjeux des législatives pour la France en général et pour la communauté asiatique en particulier ? Vous savez, aujourd'hui en France, on a un problème majeur qui est une montée des populistes qui est de plus en plus importante. Vous avez un bloc d'extrême droite et un bloc d'extrême gauche aujourd'hui en France qui représente presque 65% de l'électorat. Comment vous l'expliquez ? Et moi, ça m'inquiète. Comment Je l'explique par le fait que les partis traditionnels républicains se sont effondrés. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir. En tout cas, moi, je suis socialiste. Le score qui est celui du Parti socialiste n'est pas vraiment réjouissant. On y reviendra. Qu'on puisse dire. Je crois aussi qu'on est dans une ère qui est celle de la démagogie et de l'outrance. C'est-à-dire que ce qui prévaut, au final, c'est pas tant la possibilité d'exprimer une parole nuancée, de réfléchir, d'essayer de trouver un consensus qui convienne au plus grand monde, mais plutôt celui qui crie le plus fort, celui qui dit les choses les plus outrancières, les plus grossières, et c'est celui qui est retenu. Je le regrette. C'est dommage. Et c'est pour ça que je crois, vous avez tout à fait raison, c'est dommage, et c'est pour ça que je crois que ces élections législatives sont vraiment l'occasion pour nous de pouvoir transformer ça et de pouvoir nous ressaisir de notre communauté qui est celle de la République. Comment est-ce que dans le cadre des législatives, on peut choisir des députés engagés pour leur territoire, engagés pour le vivre ensemble, engagés pour la laïcité, engagés pour la République, engagés pour que nos enfants puissent grandir dans un environnement bienveillant, apaisé, sans discrimination et où chacun a l'occasion de pouvoir s'exprimer. Moi, vous savez, je suis maman de 2 très jeunes enfants. J'ai un petit garçon qui a 6 ans et j'ai un bébé qui a 2 ans. Et j'ai envie que mes enfants ils puissent être heureux avec leurs voisins, quelle que soit leur couleur de peau, quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs croyances, quelle que soit leur religion, quel que soit leur genre, quel qu'il soit en fait. Juste qu'on puisse vivre ensemble sereinement. Ça, pour moi, c'est important. Et ça, c'est l'enjeu national. Tout à fait. Quels sont les enjeux pour la population asiatique qui vit dans ces arrondissements, selon vous ? Mais écoutez, je crois que c'est des enjeux qui se recoupent complètement. La communauté qu'on constitue dans le 20e, je ne sais pas si vous connaissez un peu cet arrondissement, mais c'est presque 120 nationalités d'origine différentes. 120 nationalités Et oui, qui vivent ensemble et qui vivent ensemble dans une parfaite harmonie. Quand j'étais adjointe à la maire du 20e, dans la mandature précédente, il m'est déjà arrivé de faire des mariages avec des traducteurs.
notamment des mariages où il y avait des traducteurs coréens, des traducteurs anglais, des traducteurs chinois. Et je trouvais ça absolument formidable parce qu'on sentait la joie de vivre, on sentait l'harmonie, on sentait quelque chose de très joyeux en fait dans ces moments-là. Et dans le 20e, ça revêt une importance capitale. Nos amis d'origine chinoise, nos amis français qui ont des parents qui sont nés en Chine ou qui eux-mêmes sont nés en Chine, aujourd'hui, il ne faut jamais oublier qu'ils sont français avant tout et qu'ils appartiennent à la communauté de la République. Et c'est en ça que je crois qu'il faut qu'on puisse défendre la lutte contre les discriminations ensemble, parce que je sais que nos amis d'origine asiatique sont aussi victimes d'énormément de discrimination. On a aussi une problématique importante dans le 20e, qui est celle des commerçants de Belleville principalement, qui ont eu beaucoup de difficultés, notamment à cause de la crise Covid, à cause de la baisse de fréquentation touristique qui leur a beaucoup nui. Donc là, on est en train d'essayer de travailler avec eux sur comment est-ce qu'on redynamise ce très beau quartier qui est celui de Belleville, comment est-ce qu'on les accompagne de façon à réattirer des touristes, à réattirer des consommateurs sur place pour leur faire découvrir cette très belle culture qu'est la culture chinoise, plus globalement la culture asiatique dont ils sont très friands voilà, dans ce très beau quartier qui est celui de Belleville. Vous êtes candidate dans la 15e circonscription, c'est ça? Exactement, la 15e circonscription de Paris. Présentez-vous un peu la 15e circonscription. Alors la 15e circonscription de Paris, elle regroupe, je dirais, presque 70-75% du 20e arrondissement. Donc elle s'étend de Porte des Lilas à Porte de Montreuil, en gros, et du boulevard des Maréchaux, donc le périphérique sur l'est, jusqu'à la rue des Pyrénées sur l'ouest. Donc c'est à une grosse circonscription. Tout à fait. Et c'est une des plus belles de Paris, en toute objectivité. Et donc, puisque vous avez été maire adjointe, vous l'êtes toujours Alors, j'ai été maire adjointe en 2014. 2014, Depuis 2020, je suis conseillère de Paris. Et j'ai été élue députée en juin 2021 sur cette circonscription où j'ai remplacé Georges Pollenjoie. En fait, vous êtes une, on va dire, vraie femme politique. Je suis une femme politique, je ne sais pas si je le dirais comme ça, en tout cas je suis une femme engagée. Engagée pour mes valeurs, pour mon territoire, pour mes convictions, et c'est ça que j'ai envie de pouvoir continuer de défendre. Est-ce que vous pouvez décrire un peu ce qu'est une femme politique? Une femme politique, c'est d'abord une femme. Bien sûr, oui, c'est d'abord une femme, voilà. Avec, donc, qui lutte pour l'égalité professionnelle entre hommes et femmes. Ça, oui. Exactement. Et à part ça, c'est une femme qui se bat pour l'égalité. Ouais. C'est une femme qui se bat aussi pour pouvoir élever ses enfants, puisque comme je l'ai dit, moi je suis maman de 2 jeunes enfants. C'est une femme, je dirais, qui aujourd'hui est très consciente d'un certain nombre d'enjeux, les enjeux écologiques par exemple, qui sont très importants pour nous. La question du dynamisme territorial de la France et de comment est-ce que cette 5e puissance mondiale, dans un contexte international qui est quand même pas simple, on continue à la faire se développer, à la faire rayonner à l'international et comment est-ce que on fait de de nos différences une richesse parce que nos différences font des complémentarités qui nous permettent de construire une société où il fait bon vivre ensemble. Alors, puisque vous êtes candidate aux législatives qui approchent à grands pas, tout à fait, le 12 et 19 juin prochain, n'oubliez pas. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire votre programme? Alors, moi, déjà, un de mes piliers dans mon engagement politique, c'est celui en faveur de l'égalité. Parce qu'on sait très bien qu'en fonction de votre lieu de naissance, en fonction de votre famille de naissance, en fonction de votre couleur de peau, en fonction de votre nom et votre prénom, en fonction de votre religion ou celle qu'on suppose être votre religion, en fonction du territoire où vous êtes né, on sait que vous n'aurez pas la même chance que vos voisins dans la vie. Et moi, je crois que le rôle de la République, c'est de donner à chacun de nos enfants les mêmes opportunités, quelles que soient ses conditions de départ dans la vie. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Comment est-ce que c'est possible? Parce qu'en fait, l'égalité des chances, pour moi, ça reste pour l'instant un vœu pieux. C'est un vœu pieux, oui et non. Vous voyez, moi je suis née au Maroc. Il y a de ça maintenant quelques années, il y a 35 ans exactement. Je suis arrivée en France en 2004, après mon bac. J'ai été étudiante boursière. J'ai fait des études grâce à ces bourses. J'ai été du coup jusqu'au bout de mes études, parce que je suis docteur en pharmacie, je suis juriste en droit de la santé. Et j'ai pu bénéficier de l'école de la République. Et donc je crois que c'est quelque chose qui est possible.
Je crois aussi qu'il faut qu'on s'engage de façon plus ferme contre les discriminations, contre le racisme, contre l'antisémitisme, qui aujourd'hui nuit à beaucoup de nos concitoyens. Moi, je n'accepte pas qu'on dise à certains enfants toi, tu es marron, tu es jaune, tu es violet ou tu es je ne sais pas quoi. Ça, c'est pas acceptable. Nos enfants ne devraient jamais avoir à entendre ça. Et je sais aussi que en fonction de la famille où on est né, parfois, il y a des combats qui sont plus difficiles. Et ça, c'est le rôle de l'école, de pouvoir accompagner tous ces enfants pour leur permettre, s'ils le souhaitent, s'ils en ont envie, de pouvoir faire des études, de pouvoir trouver un travail, de pouvoir s'émanciper. C'est des choses qui sont vraiment extrêmement importantes pour moi. Donc, on a bien compris, votre priorité, ou bien l'une de vos priorités, c'est le combat pour l'égalité des chances. Tout à fait. Alors, quelles sont les autres priorités qui constituent votre programme ? Alors moi, j'ai un deuxième sujet qui me tient à cœur et sur lequel, justement, on travaille beaucoup avec les commerçants bellevillois, qui est celui de la sécurité. Sécurité. La sécurité, pour moi, c'est un droit qui devrait être, je dirais, commun à tous. On a dans les quartiers populaires du nord-est de Paris, non pas des problématiques de délinquance, bien sûr qu'il y en a. Il y a des problématiques de délinquance. Mais c'est quoi exactement? Par exemple, c'est des vols. C'est des vols à l'arraché. C'est des vols auprès des commerçants. Moi, je suis régulièrement interpellée par des commerçants qui se font tirer la caisse, comme on dit, par des délinquants, qui se font dégrader, des cambriolages, qui se font dégrader leur commerce, qui se font suivre par des malfrats pour leur faire les poches. On a aussi d'autres problématiques qui sont celles des incivilités qui gênent le quotidien et qui peuvent nuire aussi au commerce et qui peuvent nuire à la tranquillité des gens qui habitent au-dessus. Et ça, c'est pas acceptable. Donc on a beaucoup travaillé localement avec le commissariat du 20e sur le renforcement des effectifs policiers. Moi, en tant que députée, j'ai demandé à ce qu'on ait plus d'effectifs policiers dans le 20e. J'ai demandé à ce qu'on puisse avoir un commissariat mobile. Donc très concrètement, c'est un petit commissariat dans une petite fourgonnette qui se déplace sur certains quartiers pour être plus proche des habitants et pour endiguer ces montées potentielles de délinquance. Mais ce que je voudrais aussi, c'est qu'on ait une police de proximité, qui soit plus proche des habitants, qui soit plus proche des riverains. Par exemple, auprès des commerçants bellevillois, on fait une fois par mois un point avec le commissaire du 20e, voir où en est la situation. Dès qu'il y a un cambriolage dans un commerce, on va sur place faire un audit, en tout cas les forces de police bien sûr font un audit sur place et émettent des préconisations sur l'installation de caméras par exemple, sur un meilleur grillage devant les commerces, sur le fait de fermer les portes arrière des boutiques. Enfin, voilà, c'est des petits exemples mais qui sont pour moi très très importants. Tout à fait, c'est tout à fait ça. En revanche, il me semble en discutant avec vous que vous agissez beaucoup sur la forme. Est-ce qu'il ne faudrait pas, je parle sous votre contrôle, agir aussi sur le fond, c'est-à-dire trouver l'origine du problème. Parce que si on n'agit pas en amont sur l'origine du problème, malgré qu'il y ait un renforcement de la présence policière, malgré ceci, cela, malgré toutes les mesures que vous avez prises et que vous êtes en train de prendre, je pense que si on ne résout pas le fond du problème, au bout d'un moment, ça va réapparaître. C'est aussi pour ça qu'il y a un troisième sujet. Quelle est l'origine justement de ce problème de sécurité, d'insécurité? En fait, si vous voulez, il y a un sentiment d'insécurité avec des infractions qui sont réelles. Donc le troisième sujet sur lequel moi je m'engage très fortement et je me suis engagée, puisqu'en tant que députée, j'ai siégé au sein de la commission des lois, c'est la question de la justice. Aujourd'hui, vous avez un sentiment d'impunité pour un certain nombre de malfrats et vous avez un sentiment d'injustice pour un certain nombre de victimes. Pourquoi ? Parce qu'on a aujourd'hui un système judiciaire qui a très peu de moyens, donc il faut recruter plus de magistrats, plus de greffiers, ça c'est du budget, c'est très concret. Il faut revoir l'échelle des peines aussi, de façon à désengorger les tribunaux. Je donne un exemple. Comment désengorger les tribunaux ? Je vais donner un exemple. Les tribunaux et les prisons aussi. Je vais donner un exemple très concret. Quand vous avez des vols à la tire, des vols à l'arraché, des cambriolages en dessous d'une certaine somme, sans violence, c'est des choses que potentiellement on pourrait, pourquoi pas, forfaitiser avec des peines qui soient exécutoires immédiatement et qui soient à la fois des amendes dissuasives, à la fois des travaux d'intérêt général qui, en plus de ça,
permettent de travailler l'insertion de ces personnes-là qui ont commis des actes de délinquance dans la société et leur faire prendre conscience que le vivre ensemble, c'est pas ça. Et ça permet quoi? Ça permet de désengorger les tribunaux et avec les recrutements supplémentaires et le budget supplémentaire qui leur est octroyé, de pouvoir se concentrer sur des choses qui sont plus graves. Je donne un exemple là aussi très concret. Une femme victime de violence, une femme qui a été abusée sexuellement, une femme qui a été violée, ce n'est pas normal, ce n'est pas acceptable que 4 ans après, parfois, il n'y ait toujours pas de suite judiciaire. C'est inacceptable pour les victimes. Comment peuvent-elles se reconstruire? Et donc, ça nous permettrait de gagner, si je puis dire, du temps et de traiter ces affaires-là, les affaires d'homicide, les affaires de violence, plus rapidement. Là, encore une fois, vous parlez beaucoup des dispositifs mis en place, mais encore une fois... Ça n'existe pas. Hein. Ça n'existait pas. D'accord, c'est très bien. Mais encore une fois, comment vous analysez l'origine de tous ces problèmes de violence, d'insécurité? Alors, est-ce que c'est un problème d'éducation, on va dire, ou alors parce qu'on est en train d'assister à une forme de, on va dire... dégradation du contexte politique et surtout économique. Je pense que c'est les deux. Les gens ont moins de moyens, ils n'ont plus de boulot, ils n'ont plus d'emploi, et du coup... Tout à fait, vous avez raison, il y a un peu des deux. Ouais. Vous savez, on parlait tout à l'heure de la montée des populismes. Les populismes, ils se nourrissent de quoi? Ils se nourrissent des peurs, de la haine qu'ils attisent en fait. Ils attisent les communautarismes. Les populismes, ils ont vocation à confronter les gens les uns aux autres et à considérer... Trouver toujours des boucs émissaires. Exactement, des responsables, à opposer les gens les uns aux autres. C'est ça. Moi, des fois quand je dis ça, on me dit « mais t'es complètement naïve ». Mais pas du tout. Je crois qu'il faut qu'on renoue avec une société de la bienveillance. Et ce, dès l'école. Il faut qu'on arrive à renouer avec une société où chacun puisse trouver sa place. Là où, quand vous travaillez, que vous gagnez moins de 1 100 € par mois, que vous avez un loyer à Paris qui est de 700, 800, 900, voire plus de milliers d'euros. Comment est-ce que vous pouvez vivre dignement? C'est impossible et ça, c'est pas acceptable. Moi, je crois que quel que soit le métier qu'on fait, on doit pouvoir vivre dignement de son travail. Et la question, c'est pas juste celle du pouvoir d'achat. Moi, j'aime bien parler de pouvoir de vivre. Pourquoi? Parce que moi, je me mets à la place de tout un chacun. En tant que maman, je me dis, j'ai envie, une fois que j'ai payé mes factures, j'ai envie de pouvoir payer des activités à mes enfants. J'ai envie de les amener au cinéma. J'ai envie de les amener manger une glace. J'ai envie de les amener à un spectacle. J'ai envie de les amener en vacances. Mais ça, aujourd'hui, beaucoup de nos concitoyens ne sont pas en capacité de le faire. Et donc, ça nourrit aussi une forme de désespérance. C'est ce que j'allais dire, exactement. Et cette désespérance, elle est à l'origine aussi d'une forme de violence, de rejet et de haine. Donc tout ça est très lié. Moi, je défends l'augmentation des minima sociaux, je défends l'augmentation des salaires de au moins 15 à 20%, je défends le blocage des prix des matières premières, je défends l'augmentation du minimum vieillesse. Vous savez, j'ai beaucoup de personnes âgées qui viennent me voir, que je rencontre sur les marchés, qui vivent, beaucoup de femmes seules, qui vivent avec moins de 800 € par mois. Mais qu'est-ce qu'on fait en France avec moins de 800 € par mois? On ne peut pas vivre dignement. Ils ne peuvent même pas payer leur loyer, ils ne peuvent même pas manger. Et bien moi, je peux vous dire, quand je fais des permanences comme ça, ça me donne envie de pleurer. Parce que je me dis, en fait, derrière, c'est potentiellement mes parents, mes grands-parents. Et je me dis, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Quand on a travaillé toute sa vie, de se retrouver dans des situations comme ça, c'est pas acceptable. Donc on a tous une responsabilité. Cette responsabilité, c'est de faire en sorte, les 12 et 19 juin prochains, d'envoyer à l'Assemblée nationale des députés de gauche, des députés engagés pour le vivre ensemble, contre les discriminations, contre le racisme, pour la République, pour le dynamisme de nos quartiers, pour l'égalité réelle et pour l'augmentation des salaires. Alors donc, on a bien compris, donc votre programme, ça consiste à lutter pour l'égalité des chances, pour la résolution des problèmes d'insécurité et pour qu'il y ait plus de justice. Quels sont les autres aspects aussi qu'on a envie de connaître? Après, vous avez des choses qui sont assez locales, si je puis dire. Voilà. Parce qu'un élu, il y a les enjeux nationaux et les enjeux locaux. On aimerait bien connaître les enjeux locaux parce que vous êtes candidate pour une circonscription. Tout à fait. Donc dans le 20e arrondissement, il y a beaucoup de projets sur lesquels on travaille. Lesquels? Il y en a deux
très gros, si je puis dire, le réaménagement de la porte de Montreuil, qui est un projet de près de 100 millions d'euros, qui va radicalement changer le paysage du 20e arrondissement à cet endroit-là. Le réaménagement de la porte de Bagnolet, pareil, qui est un projet d'environ 100 millions d'euros, qui va complètement transformer le paysage à cet endroit-là. Moi, je défends aussi la construction d'une 4e piscine dans le sud de l'arrondissement, puisqu'aujourd'hui, le 20e arrondissement fait partie des arrondissements où on a le moins de mètres cubes d'eau de nage pour nos enfants. Ça veut dire qu'il y a des enfants qui, à l'âge de 14 ou 15 ans, en fait, parce qu'ils ne partent pas en vacances, parce qu'ils n'ont pas l'occasion de pouvoir se baigner, parce qu'ils n'ont pas l'occasion d'aller à la piscine, en fait, ils ne savent pas nager. Donc, on défend la construction d'une 4e piscine dans le sud de l'arrondissement. Et ce qu'on voudrait, c'est que dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques, qui arrivent en 2024, on puisse faire profiter notre territoire de cette attractivité touristique, de ce dynamisme économique, et qui puisse profiter à un certain nombre de quartiers, notamment à Belleville, où on a commencé un petit peu à échanger sur comment est-ce que cet attrait touristique va pouvoir redynamiser nos commerçants. Alors là, je vais vous poser une question peut-être un peu délicate. Hein. Oui, voilà, tout à fait. C'est qu'en fait, nous, on est une chaîne qui favorise la pluralité des voix et des points de vue. Alors, j'ai eu l'occasion d'interviewer des candidats, par exemple, de la majorité présidentielle, voilà. Et vous représentez le Parti socialiste. En fait, quand j'ai discuté avec eux et que quand je discute avec vous, j'ai l'impression que on va dire, il y a un certain nombre de similitudes dans vos programmes. Et dans ce cas-là, la question que j'ai envie de vous poser, c'est que en quoi est-ce que votre programme, qu'on vient de voir, dont on a vu le contenu, est différent ou alors se distingue de celui de La République En Marche, par exemple. Parce qu'eux aussi, ils luttent beaucoup pour l'égalité des chances, le problème d'insécurité, la justice, par exemple. Alors, qu'est-ce qui vous distingue des autres pour qu'on ait envie de voter pour vous? Écoutez, moi j'ai envie de vous dire, je suis quelqu'un de pragmatique, donc moi j'aime bien dire des choses que je vais faire et je ne dis que des choses que je peux faire. Ce que je constate et ce que je regrette du côté de La République En Marche, c'est que quand vous regardez ce qui a été fait ces 5 dernières années, le compte n'y est pas. Clairement, le compte n'y est pas. Pourtant, le président a quand même fait beaucoup. Je ne suis pas là pour faire de la propagande. Je n'ai pas la carte du parti. Et pourtant, au plus fort de la crise sanitaire, on va dire la majorité présidentielle a quand même fait beaucoup de choses pour aider les entreprises à survivre. C'est quand même un point important à souligner. De ce point de vue-là, moi je ne le nie pas. Vous savez, je ne fais pas partie d'une opposition ou d'une gauche qui s'oppose pour le principe de s'opposer. Exactement. J'ai jamais fait partie de ceux qui tapent ou qui crient pour le principe. Quand il y a des choses positives qui sont faites, je l'ai toujours dit. Voilà. Je vais vous donner un exemple concret. Pendant la crise sanitaire, c'est moi qui étais responsable pour le groupe socialiste en juillet dernier des débats qu'on a pu avoir. J'ai salué le déploiement de la vaccination au moment où il a été mis en œuvre. J'ai salué l'effort économique qui était consenti pour aider nos entreprises, pour aider nos artisans, pour aider nos petits commerçants à s'en sortir. Mais j'ai posé une question. J'ai dit qui va payer? Parce que le quoi qu'il en coûte, ça n'existe pas. Et aujourd'hui, ce qui me pose problème, c'est la visibilité qu'on n'a pas sur qui va payer cette facture-là. Il y a une autre bonne chose qui a été faite, la question du dédoublement des classes. C'est plutôt une bonne chose qui a été faite. C'est vrai qu'aujourd'hui, et moi je le vois dans les quartiers populaires du nord-est de Paris, le fait d'avoir des classes avec entre 12 et 14 enfants, c'est une excellente chose. Je trouve ça dommage qu'on se limite pour l'instant à la maternelle et au début de l'élémentaire. J'aimerais qu'on puisse le développer davantage. Mais ça, je reconnais que c'est une bonne chose. En revanche, il y a des choses qui ne vont pas du tout. Sur la question de la lutte contre les discriminations, je trouve qu'il n'y a pas eu suffisamment d'efforts, voire il n'y a pas eu d'efforts du tout qui ont été faits. Rarement, les actes antisémites, les actes racistes ont été aussi élevés. Et je le regrette, parce qu'on ne peut pas accepter ça. Les communautarismes qui se confrontent, ce ne sont pas des choses qui sont bonnes pour le vivre ensemble, et ce n'est pas ma vision de la société. Sur les questions de la laïcité, il y a un discours qui est, sur certains
certains endroits un peu ambigus de la part du président de la République sortant. Par exemple, quand il y a une visite, certes diplomatique, auprès du pape et qu'il y a des propos qui sont tenus par le président de la République, moi ça me met un petit peu mal à l'aise parce qu'en tant que président de la République, il est président de tous les Français et de toutes les Françaises. Donc il y a des choses qui ne peuvent pas... Il a eu un discours clivant selon vous ? Il a eu des propos que j'ai trouvés pour ma part ambigus. Je n'ai pas souvenir exactement du verbatim, on pourra le retrouver, mais je me souviens très bien qu'à l'époque, on était un certain nombre à se dire « mais enfin, pourquoi est-ce qu'il dit des choses comme ça ?» Sur la question du logement, par exemple, qui à Paris pose un énorme problème. Sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est 20% de construction de logements en moins. Mais ce n'est pas acceptable pour une ville comme Paris. Ce n'est pas acceptable, parce que tous ces logements en moins, c'est des familles en moins qui pourront se loger à Paris. Quand on a porté la question de l'encadrement des loyers, on a eu l'occasion de travailler avec Emmanuel Vargon sur ce sujet, qui a accepté un amendement de la part de la ville de Paris que j'ai porté, d'où l'importance aussi d'avoir un vous avez député travaillé avec elle en lien avec la majorité municipale. Et donc, on a fait adopter un amendement, j'ai fait adopter un amendement qui a permis à la ville de Paris de récupérer la compétence de contrôle et de sanction des dépassements de loyer. Pour autant, il y a un point qui ne va pas là-dedans, et je l'ai dit à Madame Vargon, c'est que vous nous déléguez une tâche et une fonction sans nous donner les moyens et les compétences de pouvoir le faire. Ce n'est pas acceptable là non plus. La crise du Covid, puisqu'on en parle, ça a coûté à la ville de Paris plus d'1,7 milliard d'euros. À ce jour, l'État n'a toujours pas payé ce qu'il devait à la ville de Paris. C'est dans le rapport de la Cour des comptes. Ça, c'est des choses qui ne sont pas acceptables, voyez-vous. Sur les questions de sécurité, et je finirai, parce que je veux quand même être précise point par point, parce que je ne veux pas laisser croire qu'il y a il y a sans doute des choses sur lesquelles on se rejoint, mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles on a des différences. Sur les questions de sécurité, il y a eu une baisse des effectifs de police sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. Et ça, ce n'est pas acceptable. On a besoin de plus de policiers sur nos territoires, du nombre de police. Oui. De policiers. Ah, je pensais que c'était en augmentation. C'était en augmentation, mais quand vous faites le solde du nombre de sorties versus le nombre de recrutés, en fait, le compte n'y est pas. On est plutôt sur une baisse du nombre de policiers. Sur la question de la justice, on est sur environ 10 000 postes, ce qui est quand même pas rien, c'est conséquent. Pour un territoire comme le nôtre, c'est conséquent. Quand vous regardez sur la question de la justice, le budget de la justice est en baisse de façon constante. Le seul budget qui a été consacré, c'est sur la rénovation d'un certain nombre d'établissements pénitentiaires. Mais ce n'est pas suffisant. Moi, j'ai visité la prison de Limoges. En tant que parlementaire, vous avez le droit de visiter les lieux de privation de liberté. Quand j'ai vu l'état de délabrement de cette prison, où on est sur un récurrent de toute façon. Mais bien sûr, mais par ailleurs, la France s'est fait taper dessus par la Cour européenne des droits de l'homme. On est quand même la cinquième puissance mondiale. On est le pays des droits de l'homme. Et on accepte qu'il y ait des gens qui puissent dormir à 3 dans des cellules de 7 mètres carrés. Ça favorise aussi, on va dire, la violence. Hein. Ça favorise la violence, ça favorise la récidive, ça favorise la rupture sociale de ces individus. Vous avez une tribune, et c'est unique en France, c'est la première fois que ça se passe, qui a été signée par plus de 100 magistrats, plus de 100 greffiers, qui demandent plus de moyens pour la justice et qui déplorent les conditions dans lesquelles ils travaillent aujourd'hui. Ça, c'est le bilan d'Emmanuel Macron. Donc, vous savez, encore une fois, moi, je ne suis pas une opposition qui s'oppose par principe. Je m'oppose quand les choses ne me conviennent pas. Quand je vois aujourd'hui l'inflation, quand je vois aujourd'hui le niveau de salaire des gens, et il n'y a rien qui a été fait en la matière, et bien vraiment, je le regrette parce que c'est nos concitoyens qui en souffrent les premiers. Alors, j'ai envie de revenir sur un aspect que vous évoquiez tout à l'heure. Vous parliez en fait de la rénovation, des travaux de rénovation de la porte de Bagnolet pour un montant de 100 millions d'euros. Vous parlez aussi de la rénovation de la porte de Montreuil pour un montant de 500 millions, je crois. Non, 100 millions. 100 millions. C'est chacune à peu près 100 millions. Tout à fait. Alors, vous disiez tout à l'heure que, voilà, Emmanuel Macron, il a aidé les entreprises, d'accord, mais avec quels moyens? Mais avec quels moyens est-ce que vous allez financer ces deux travaux? En fait, c'est un cofinancement État, région, ville de Paris. Donc pour le coup, c'est des projets qui datent maintenant d'il y a un peu plus de 5 ans. Les travaux ont démarré, enfin les travaux de réflexion ont démarré. Là, les premières pierres, si je puis dire, commencent à être posées. Donc là, c'est des financements qui sont tripartites, mais qui sont absolument indispensables. Vous avez les moyens de financer?
Oui, ces deux travaux. Bien sûr, bien sûr. Et on n'a pas le choix, il faut qu'on le fasse. Parce que les habitants qui vivent sur la porte de Montreuil, on ne peut pas les laisser dans cet état-là. Et au-delà de la question de l'aménagement de ces portes en tant que telles, la pollution aujourd'hui, qui est celle de Paris, est inacceptable. Vous parlez de pollution sonore, de pollution atmosphérique? La pollution atmosphérique, la pollution sonore, la pollution olfactive. À tous les parce niveaux. À ce niveau-là, au niveau de la porte de Montreuil, on est à la croisée, je dirais, de différentes problématiques et aussi des problématiques d'insécurité. Pas plus tard qu'hier, j'étais avec un groupe de riverains sur la rue d'Avron, donc juste à côté de la porte de Montreuil, et justement, on a fait un état des lieux de la situation. Et eux, ils ont hâte que ces travaux-là démarrent et qu'ils puissent vivre dans de meilleures conditions et qu'ils puissent aussi élever leurs enfants dans de meilleures conditions. Alors, lors d'une interview que vous avez accordée à la chaîne de télévision CNews, vous avez déclaré: j'estime aujourd'hui représenter une nouvelle génération de politiques qui a envie de faire les choses autrement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi vous voulez faire, en quoi vous voulez être différent de la précédente génération de politiques? Je ne sais pas si, pour le définir, j'ai envie de me comparer à la génération précédente. J'ai plutôt envie de vous parler de comment est-ce que moi je perçois les choses. Moi, je me suis engagée en politique après une mûre réflexion sur est-ce que vraiment j'ai envie de m'engager dans cette voie-là. C'est des choses qui sont très prenantes. Comme je vous ai dit... Vous avez pris combien de temps alors, le temps de la réflexion? Disons que quand Georges-Paul Angevin a démissionné, c'était en novembre 2020. Moi, à ce moment-là, je venais d'accoucher. Donc, j'avais un bébé qui avait 5 mois. J'avais un grand garçon qui avait 4 ans à l'époque. J'avais un métier que j'adorais et je me suis dit waouh, devenir députée, déjà faire campagne, est-ce que c'est ça dont j'ai envie? Et je me suis dit ok, je vais le faire, mais à condition que je puisse faire les choses comme j'en ai envie. Comment est-ce que j'ai envie de faire les choses? Déjà, j'ai 35 ans aujourd'hui, j'ai été élue députée, j'avais 34 ans. Et je crois que ce renouvellement générationnel, il est important pour redonner aussi du souffle et des perspectives au Parti républicain, je pense notamment au Parti socialiste dont je suis adhérente et porte-parole. Je crois aussi qu'il y a 3 urgences auxquelles il faut qu'on soit en capacité de répondre. La première, c'est l'urgence sociale. On l'a évoqué, la question des salaires, la question des retraites, la question de l'augmentation du coût de la vie, la question de l'augmentation du coût des matières premières. C'est des choses qui, pour moi, sont fondamentales. La deuxième, c'est l'urgence écologique. Aujourd'hui, la planète brûle, littéralement, et on ne peut plus continuer de regarder ailleurs. Si on n'arrive pas à respecter les recommandations du rapport du GIEC, clairement, je ne sais pas quelle planète on va léguer à nos enfants. Troisièmement, c'est la question de la défiance démocratique. Comment est-ce qu'on renoue le lien avec les citoyens ? J'ai fait des permanences sur les marchés. Je me suis rendue chez tous les gens qui acceptaient de me recevoir, qui me demandaient de venir chez eux. J'ai débattu avec toutes les personnes possibles et imaginables, même ceux qui ne sont pas d'accord avec moi et surtout ceux qui ne sont pas d'accord avec moi et parfois de façon très véhémente. Pourquoi ? Parce qu'on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, je ne suis pas opposée par principe. Je crois que quand on est représentant politique, il faut écouter tout le monde. Et ensuite, prendre une décision qui soit la plus consensuelle possible, en cohérence avec nos valeurs, et qui soit à l'avantage du plus grand nombre. C'est ça, je crois, faire de la politique aujourd'hui différemment. Et enfin, le dernier point, c'est... moi, je ne suis pas dans la langue de bois. Peut-être que vous l'avez remarqué. Quand j'ai envie de dire quelque chose, je le dis. Quand je ne suis pas d'accord, je le dis. Et je crois qu'il faut aussi parler aux gens de façon très franche. Il faut être sincère. Les gens, ils n'ont pas envie qu'on fasse... Vous savez, avant, on rigolait de la en disant... politique politicienne, c'est exactement, ça que vous voulez dire, ouais. Ils sont sortis de l'ENA où il y avait des espèces de textes à trous avec comment faire de la langue de bois pour dire les choses sans les dire. Non, ça, moi, c'est pas du tout mon style. Moi, j'ai envie de dire les choses franchement, simplement. Parce que si je m'engage, c'est pour les gens, c'est pour les électeurs, c'est pas pour moi, c'est pas pour ma carrière. C'est vraiment parce que je crois qu'ensemble, on peut changer la vie des gens et qu'un député engagé pour son territoire, très concrètement, ça a un impact. Alors maintenant, on va parler de votre engagement politique. Pourquoi avez-vous choisi de faire de la politique aux côtés du Parti socialiste ? Parce que je suis de gauche, déjà, c'est un bon point, ça aide. C'est pas un hasard. Non, c'est pas du tout un hasard. Vous savez, je vous disais tout à l'heure, moi je suis née au Maroc, je suis arrivée en France en 2004 et j'ai eu la chance d'être étudiante boursière. Et je travaillais à côté de mes études. J'avais à l'époque, c'était 430 € de bourse par mois. Autant vous dire qu'on ne fait pas grand-chose avec 430 € de bourse par mois.
Et donc, je travaillais pour financer mes études. Et à côté de moi, j'avais des copains qui, eux, avaient la chance d'avoir des parents plus aisés que les miens et qui n'avaient pas besoin de travailler. Ça a Et je toujours me existé disais, de toute façon, bien c'est sûr, une égalité. Exactement. Et je me suis dit, mais c'est pas juste en fait. C'est ça qui a nourri mon engagement politique. J'ai eu envie de m'engager parce que je me suis dit, en fait, de pouvoir bénéficier, que des gens comme moi puissent bénéficier d'un système de bourse qui leur permette de faire des études, c'est quelque chose d'important. Parce que du coup, moi aussi, j'ai pu faire des études, moi aussi, j'ai pu aller au terme de mon doctorat, et moi aussi, j'ai pu bénéficier de cet ascenseur républicain qui m'a amené là où je suis aujourd'hui. Le Parti socialiste, ça a été une évidence parce que je suis de gauche, parce que je crois que le progrès social, c'est important dans la vie. Je crois que le Parti socialiste est aujourd'hui le parfait représentant du camp du progrès social. Les 35 heures, les congés payés, l'assurance maladie, la CMU, tout ça, c'est des très grandes avancées qui ont été permises grâce à la gauche. Les valeurs sociales et les valeurs républicaines. Le fait de dire que vous et moi, aujourd'hui, on est ensemble dans une même pièce, qu'on n'est pas nés peut-être au même endroit, qu'on n'a sans doute pas les mêmes origines, qu'on n'a sans doute pas les mêmes façons de voir les choses. Et pour autant, on arrive à discuter ensemble et on arrive à faire société ensemble, moi je trouve ça merveilleux. Mais vous croyez que toutes ces valeurs-là, qui sont nobles, sont spécifiques au Parti socialiste? Je pense qu'il y a d'autres partis qui, en France, prônent ces valeurs-là. Oui, je pense qu'il y a d'autres partis qui aujourd'hui les prônent. Malheureusement, aujourd'hui, c'est des partis qui sont de moins en moins audibles parce qu'on est dans l'heure des populismes et des outrances. Donc moi, je plaide en faveur, je dirais, d'une redynamisation du camp républicain, c'est-à-dire des gens qui justement ont envie de faire de la politique dans le respect, dans la bienveillance, dans la discussion, dans la collégialité, pour construire au service des uns et des autres et pas contre les uns et les autres. Moi, je ne conçois pas la vie politique comme ça. Alors, à propos du Parti socialiste, moi, j'ai consulté les statistiques. Voici un exemple. Lors de la présidentielle de 2012, le Parti socialiste a obtenu 28% des voix contre 1,15% en 2022. Comment vous expliquez cet écart? On assiste à un net recul en fait du Parti socialiste. Je pense que la vie politique est un temps long et que comme toute vie en fait, il y a des cycles. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des périodes où ça va plus ou moins bien. On a connu de grandes défaites au Parti socialiste, il fut un temps. Et pour autant, on a toujours réussi à se reconstruire. Et moi, je suis inquiète de la situation aujourd'hui, mais je suis très optimiste pour demain. Parce que justement, je pense qu'il y a toute une génération aujourd'hui qui a envie de continuer de faire vivre et de reconstruire ce Parti socialiste. Il y a sans doute une part de bilan qu'on n'a pas suffisamment supporté. Ce bilan, ce n'est pas celui de 2 dernières années ou des 5 dernières années. C'est trop facile de dire ça. Je crois qu'il faut qu'on arrive à regarder sur 20 ans ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Comment est-ce qu'on a fait de la politique? Comment est-ce qu'on s'est adressé aux gens? Comment est-ce qu'on a construit ce projet de société? Et sans doute qu'on aura là une part de réponse. Il y a un autre sujet, je crois, c'est qu'il faut qu'on arrive à renouer avec une forme de radicalité dans notre façon de faire de la politique. Sauf que la radicalité, ce n'est pas l'extrémisme. Et la radicalité, c'est de porter des mesures qui soient transgressives avec la société d'aujourd'hui. Et ça, moi, j'ai beaucoup d'idées. Je ne suis pas la seule. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en débattre au sein du Parti socialiste et de porter un projet. On a 4 ans pour aujourd'hui construire une alternative, puisqu'on a 4 ans sans élection nationale, pour travailler le fond. Et enfin, je crois aussi qu'on n'a pas su s'adapter à la société de notre époque, notamment aux nouveaux modes de communication. On peut déplorer qu'il y ait des chaînes d'information continue, on peut déplorer qu'il y ait les réseaux sociaux avec cette société de l'immédiateté qui ne permet pas la réflexion de fond. Pour autant, aujourd'hui, elle fait partie prenante de notre quotidien et il faut qu'on soit en capacité de s'y adapter pour pouvoir y répondre et le prendre en compte, nous, dans notre façon de faire de la politique. En tout cas, à ma petite échelle, c'est ce que j'essaye de faire. Il me semble, là, encore une fois, je parle sous votre contrôle, il me semble que l'époque de l'ex-président François Mitterrand, c'était l'âge d'or du Parti socialiste, je me trompe? Je ne sais pas si c'était l'âge d'or. Parce qu'il avait fait des voix... Oui, c'était l'âge d'or, peut-être. Moi, vous savez, quand François Mitterrand a été élu président de la République, je n'étais pas née. Donc, je refuse de considérer que mon avenir est dans mon passé.
Voilà. Donc évidemment que François Mitterrand a été un très grand président de la République, évidemment que Lionel Jospin a été un très grand Premier ministre de ce pays, évidemment que François Hollande a été un grand président de la République, évidemment que Bernard Cazeneuve a été un grand Premier ministre de la République. Pour autant, je crois qu'aujourd'hui, ils doivent plutôt nous inspirer pour nous permettre de réfléchir à quel va être le futur grand président socialiste de la République des prochaines années. Moi, c'est ça que j'ai envie de construire, évidemment en lien avec ces très grandes figures qui ont marqué notre famille politique, et c'est un héritage dont je suis fière, même s'il y a des choses à en redire, évidemment qu'il y a des choses à critiquer, évidemment qu'il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, par exemple la loi El Khomri, par exemple la déchéance de nationalité quand elle a été proposée. Pour autant, il y a aussi des choses positives qui ont été faites, et je crois que c'est avec le positif qu'on construit, en n'oubliant pas le négatif pour ne pas le reproduire. Alors là, je vais vous poser une question un peu provocante peut-être. Est-ce que vous vous voyez à la tête du Parti socialiste? Est-ce que vous vous voyez secrétaire général du Parti socialiste, comme le fut François Hollande? Vous parlez de moi? Oui. Ah non, pas du tout. Je ne me vois pas du tout à la tête du Parti socialiste pour une raison très simple. C'est que si vous voulez, je crois que ça fait aussi partie des choses qui nous ont nui. Je crois qu'il faut d'abord gagner la bataille des législatives. C'est juste par rapport à votre envie de bien faire, d'aller le plus loin possible. Hein. J'ai envie de bien faire et d'aller le plus loin possible avec l'ensemble de mes copains, avec l'ensemble des talents qu'on a à faire émerger aujourd'hui au sein du Parti socialiste, et en élargissant aussi notre famille politique. Parce que moi, il y a des gens que je vois aujourd'hui à l'extérieur du Parti socialiste et qui, je pense, sont pleins de talent et auraient toute leur place pour faire avec nous une nouvelle force politique à gauche qui permettent de reconquérir le pouvoir. Quelle place sera la mienne? Sincèrement, j'en sais rien. Moi, je sais juste qu'aujourd'hui, je suis concentrée le 12 et 19 juin prochain pour continuer à être la députée de la 15e circonscription de Paris. Et puis, je vous propose à ce moment-là qu'on se revoie dans un an et puis on en rediscute. Promis. Alors, quel message voulez-vous transmettre aux téléspectateurs qui vous regardent et qui sont, pour la plupart, d'origine asiatique? Moi, ce que je peux vous dire, c'est que les 12 et 19 juin prochains, vous avez l'occasion de choisir des représentants qui, à l'Assemblée nationale, vont porter votre voix. Parce que votre voix, elle compte. Ne laissez personne vous dire que vous n'avez pas votre mot à dire. Ne laissez personne choisir à votre place. Ne laissez personne décider de ce que doit être votre avenir. C'est vous qui avez le pouvoir entre vos mains de pouvoir décider pour le pouvoir d'achat, contre les discriminations, pour la République, pour l'égalité, pour la sécurité, pour une société plus juste où on peut faire ensemble. En tout cas, venez nous rejoindre aussi après ces élections, venez rejoindre le camp du progrès social et venez construire avec nous une alternative crédible de gauche pour notre pays pour les prochaines années, parce qu'on a besoin de vous et on a besoin que vous puissiez vous exprimer et construire à nos côtés une très belle force, parce que je ne doute pas qu'elle sera très belle.